Mesdames, Messieurs, bonjour et soyez les bienvenus dans cette École nationale de la magistrature. Nous sommes en équipe avec vous pour à peu près 1 heure pour évoquer les métiers de la magistrature, qui sont les métiers auxquels évidemment cette école forme. Je m'appelle Samuel Lenné. Je suis magistrat et donc j'ai fait cette école au siècle dernier et j'ai fait différents métiers depuis. Je vais laisser les 2 autres intervenants se présenter et puis on va démarrer, mais l'objectif quand même c'est de vous donner des grandes lignes des métiers de la magistrature et vous laisser la possibilité de poser des questions, toutes celles que vous souhaitez. Il n'y a pas de mauvaises questions, on essaiera d'y apporter collectivement des bonnes réponses. Bonjour à toutes et tous, je suis Vincent Blériot, je suis également magistrat. J'ai exercé exclusivement au parquet, contrairement à mon directeur qui a une carrière beaucoup plus riche et plus diversifiée que la mienne. Ça veut dire que je suis plus ancien. Voilà, et à l'école, j'occupe les fonctions de sous-directeur des études. Bonjour à tous, donc moi je suis Laure Bouvier, je suis auditrice de justice de la promotion 2023. Donc ça veut dire que ça fait 1 an que je suis la formation à l'ENM en vue de devenir magistrate. Et donc, oui, j'ai pas indiqué quelle était ma fonction, mais je suis directeur adjoint de cette école. En introduction et vraiment très rapidement, pour vous dire que cette école date de 1958. Elle a été créée en 1958 pour assurer le recrutement et la formation des futurs magistrats de l'ordre judiciaire, quelque part pour professionnaliser la magistrature qui, avant, était déjà un corps de l'administration, mais dont le recrutement fonctionnait beaucoup sur le principe de la cooptation. C'est-à-dire que c'était des magistrats qui repéraient dans leur entourage, notamment des avocats, qui commençaient par faire un stage dans un tribunal, et si le stage s'avérait satisfaisant, ils pouvaient être nommés magistrats. Donc en 1958, le législateur de l'époque décide de créer une école unique de la magistrature pour toute la France, avec, pour y rentrer, un concours, un peu sur le modèle d'une autre école qui a disparu il n'y a pas longtemps, mais qui est renée de ses cendres sous une autre forme, qui s'appelle l'École nationale d'administration. Voilà. L'École nationale de la magistrature a vraiment été conçue sur le modèle de l'École nationale d'administration. 1958, elle ne s'appelle pas École nationale de la magistrature, elle s'appelle Centre national d'études judiciaires et elle est localisée à Paris. Mais, et celles et ceux d'entre vous qui connaissent un peu Bordeaux, il y avait à l'époque un homme politique qui était maire de Bordeaux déjà, en 1958, M. Jacques Chaban-Delmas, et qui, dans le cadre d'un comité de décentralisation, a fait voyager le Centre national d'études judiciaires de Paris à Bordeaux. L'école s'est donc établie en 1960, cours Xavier Arnozan, près du jardin public, à Bordeaux. Et il a été fait le choix, dans les années 60, de construire le bâtiment dans lequel vous vous trouvez. La construction s'est effectuée sur plusieurs années. Vous pouvez voir dans le hall, quand vous sortez de l'amphithéâtre, sur votre gauche, tout au fond, il y a des vieilles photos du chantier de l'École nationale de la magistrature et de son inauguration. Et c'est en 1970 donc que l'École nationale de la magistrature prend son nom véritable. Si je vous parle de cela par rapport au métier de la magistrature, c'est pour vous dire que la magistrature, c'est un corps de l'administration qui permet d'exercer différentes fonctions, différents métiers que nous allons collectivement aborder. Mais ce corps de l'administration, il représente aujourd'hui à peu près 9200 personnes. Et le point commun à ces 9200 personnes, c'est d'être passé par ici.
d'être passé par cette école. Donc il faut passer par cette école pour devenir magistrat. Sachant qu'il y a plusieurs magistratures en France, ici, nous n'allons parler que de la magistrature judiciaire, celle qui est prioritairement affectée dans les tribunaux judiciaires, dans les cours d'appel, et avec la juridiction suprême de cet ordre, la Cour de cassation. Il y a d'autres ordres, notamment la magistrature administrative, avec, dans l'autre sens, Cour suprême, Conseil d'État, Cour administrative d'appel et tribunaux administratifs. Ce ne sont pas les mêmes magistratures, ce ne sont pas les mêmes voies de recrutement, c'est pas tout à fait les mêmes métiers. Voilà. Donc la magistrature judiciaire, c'est un corps de l'administration qui permet d'exercer des fonctions, donc des métiers différents. Et pour faire simple et au plus clair possible, on distingue au sein de ce corps les magistrats du siège et les magistrats du parquet. Dans le langage un peu familier des pratiquants de la juridiction, des juridictions judiciaires, on parle de magistrature debout pour les magistrats du parquet et de magistrature assise pour les magistrats du siège. Cela pour une raison toute simple. Les magistrats du siège, qui sont les juges, qui rendent des décisions, qui prennent des jugements, en audience, sont toujours assis. Les magistrats du parquet, lorsqu'ils sont en audience, eh bien, en général, ils doivent se lever à un moment, quand on leur donne la parole, pour prendre ce qu'on appelle des réquisitions. Et le fait qu'ils doivent se lever à l'audience, parfois pour un temps assez long, leur fait les désigner sous l'appellation magistrature debout. Donc, on passe par cette école, et quand on en sort, on est soit juge, soit magistrat du parquet, donc procureur, étant entendu qu'une des singularités de la magistrature française, on rencontre pas souvent cela, ni dans l'Union européenne, ni dans le monde entier, c'est qu'au cours d'une même carrière, un magistrat peut successivement exercer au siège et au parquet. Ça a été mon cas. Moi, j'ai commencé au parquet, comme substitut du procureur, et puis après, j'ai été juge d'instruction, et puis après, je suis revenu au parquet. Vous allez considérer que je suis instable. Non, j'ai profité de la diversité des différents métiers que nous allons évoquer, et je suis revenu au siège ensuite. Voilà. Et cette caractéristique d'unité du corps de la magistrature est vraiment une particularité française qu'on ne rencontre pas beaucoup dans l'Union européenne et encore moins dans le monde entier. En général, les deux sont séparés. On choisit le siège ou le parquet et puis on y reste. On ne change pas. Voilà pour l'introduction. Je vais peut-être laisser la parole à M. Blériot, qui connaît mieux le parquet que moi, parce que lui a été procureur de plein exercice, alors que moi, je n'ai été que substitut du procureur. Et puis, Madame l'auditrice de justice, elle vous parlera des différents métiers de magistrature du siège. Ensuite, j'évoquerai d'autres métiers que l'on peut exercer une fois qu'on a fait l'école et qu'on a exercé au moins pendant 3 ans dans une juridiction, que ce soit la magistrature du siège ou la magistrature du parquet, puisque, je reviens à ce que je vous disais en introduction, magistrat, c'est un statut de la fonction publique, de la catégorie A de la fonction publique, et ça permet donc d'aller à l'extérieur des juridictions et même à l'international, exercer différents métiers sur lesquels je reviendrai tout à l'heure. Alors, effectivement, je vais vous parler un petit peu du parquet, avec cette particularité que, comme le disait Monsieur le Directeur, que contrairement à effectivement beaucoup de pays, et c'est d'ailleurs l'objet de nombreux débats à la Cour européenne des droits de l'homme, ce statut particulier du parquet, donc, qui est donc ce qu'on appelle aussi le ministère public. Alors, c'est un métier particulier, j'y reviendrai, mais qui a quand même beaucoup de points communs, évidemment, avec nos collègues du siège.
D'abord sur la formation, c'est le parquet, comme les magistrats du siège, a la nécessité d'apprendre le raisonnement juridique, puisqu'il produit aussi des décisions, que ce soit des réquisitions orales, des réquisitions écrites, donc il faut argumenter, et cette argumentation, elle s'apprend, argumentation en droit et en fait, comme les magistrats du siège, donc toujours cet aspect au regard du droit et de la loi. Mais c'est aussi un magistrat, alors c'est vrai qu'on a l'habitude de voir les magistrats du siège qui tranchent, qui décident, mais le parquetier, le parquet tranche, décide aussi beaucoup tout au long de sa journée de travail. Et donc on doit aussi avoir la même méthode de raisonnement que les collègues du siège. Similitude aussi sur le statut, parce que les magistrats du parquet sont soumis aux mêmes règles déontologiques, éthiques que leurs collègues du siège. Les mêmes principes dont on vous a peut-être parlé dans le cadre de la formation régissent la profession du parquet. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que le magistrat du parquet ? D'abord, un magistrat du parquet, c'est un magistrat qui dirige. C'est ce que dit le Code de procédure pénale. Il dirige quoi ? Il dirige la police judiciaire. C'est son cœur de métier, c'est le cœur de l'action du magistrat du parquet, c'est-à-dire que c'est lui qui dirige les enquêtes qui sont menées par les OPJ, les officiers de police judiciaire, les APJ, les agents de police judiciaire, c'est-à-dire les policiers, les gendarmes et d'autres agents, puisque les douanes ont aussi un corps les douanes judiciaires. Donc le parquet dirige ces enquêteurs, c'est lui qui fixe les orientations dans les différentes enquêtes qui sont ouvertes, et surtout qui vérifie que la loi est respectée, et c'est le premier garant, le parquet, du respect des libertés fondamentales dans le cadre de l'exercice de cette police judiciaire par les enquêteurs. C'est un magistrat qui exerce l'action publique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il requiert. Il requiert à l'audience, mais avant l'audience, il décide, il fait des choix, puisque le parquet a ce qu'on appelle l'opportunité des poursuites. C'est-à-dire que quand les enquêteurs, le parquet ouvre une enquête, à l'issue de cette enquête, quand les investigations, quand il estime, le magistrat du parquet estime que toutes les investigations ont été réalisées, sur la base de ce dossier, va choisir, va déterminer si ce dossier mérite ou pas d'être porté devant une juridiction, avec donc soit ce qu'on appelle le classement sans suite, si le dossier les faits ne sont pas clairement établis ou s'il ne constitue pas une infraction. Enfin, il y a tout un tas de motifs qui permettent de classer. Soit donc si le dossier n'est pas classé, eh bien, il a deux voies. Il y a une voie qu'on appelle la voie des alternatives aux poursuites, c'est-à-dire que le parquet va décider en fonction des éléments du dossier, évidemment de la gravité du dossier et de la personnalité de l'auteur de ces faits, de proposer des sanctions qui sont, pas des sanctions, des mesures qui ne sont pas prononcées, pas toutes en tout cas, prononcées par le tribunal. C'est la composition pénale et toutes les autres mesures qu'a mis en place, qu'a développé le parquet depuis une vingtaine d'années, des amendes, des stages de citoyenneté, des stages de sécurité routière, etc. Si les faits sont établis, évidemment, si les faits sont graves, eh bien là il décide de porter ce dossier devant une juridiction. Alors, en fonction des infractions, on ne va pas faire un cours de droit, mais en fonction des infractions, il y a différents types de juridictions. C'est vrai que pour les contraventions, on va dans le tribunal de police, pour les délits, on va dans le tribunal correctionnel, et puis pour les crimes, devant la cour d'assises ou la cour départementale, criminelle départementale. Et devant cette juridiction, eh bien, le parquet va porter l'accusation, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire démontrer dans un premier temps la culpabilité et démontrer que dans le dossier il y a les éléments de preuve qui permettent de condamner le prévenu, et dans un deuxième temps proposer au tribunal une peine. Donc on requiert l'application de la loi, on requiert
la peine que le parquet considère la plus adaptée à la fois à la personnalité de l'auteur et à la fois à la gravité des faits. Voilà. Autre particularité, fonction du parquet, c'est que c'est un des magistrats peut-être qui est le plus en contact avec les autres administrations, puisqu'il applique une politique pénale, il anime une politique pénale. Cette politique pénale, elle est fixée par le ministère, elle est relayée par les procureurs généraux dans les cours d'appel et elle est appliquée localement par les procureurs. Politique pénale, c'est des choix forts du ministère. Actuellement, on est parmi les infractions. On a les violences, vous le savez, les violences conjugales qui font l'objet d'une politique pénale très forte des juridictions. Mais on a tout un tas d'autres thèmes. Pendant un moment, c'est toujours d'ailleurs l'économie souterraine, les trafics de stupéfiants. Voilà. Et dans tous ces domaines, le procureur et son équipe, le parquet, mènent une politique pénale, c'est-à-dire fait des choix avec les services d'enquête, mène des opérations pour essayer d'éradiquer ces phénomènes délictuels ou criminels. Enfin, une fonction qu'on oublie aussi quand on parle du parquet, mais c'est que c'est le parquet qui a la responsabilité de l'exécution des peines. C'est-à-dire qu'une fois que la peine a été prononcée, c'est au parquet que revient la charge d'exécuter cette peine. Très concrètement, c'est lui qui va chercher les gens le parquet via les enquêteurs qui vont chercher les gens qui ont des peines de prison à effectuer et qui met à exécution les décisions de justice. Voilà. Niveau de son organisation, donc en général, il y a toujours un parquet par juridiction qui est composé de plusieurs magistrats, des substituts, alors c'est différents grades dans la fonction, substitut, vice-procureur, et un chef de parquet qui est le procureur. C'est peut-être une des fonctions les plus collectives chez les magistrats, puisqu'on travaille beaucoup en équipe au parquet. Le procureur est un peu le chef de cette équipe et on travaille souvent de manière collective dans la prise de décision. Voilà, j'ai un peu fait le tour. Je répondrai évidemment aux questions sur ces fonctions. Je vais rajouter deux choses. La première, c'est que les métiers du parquet, procureur, vice-procureur, substitut, sont caractérisés par une forme de pérennité permanente du service, jour et nuit. C'est un service judiciaire qui fonctionne 365 jours par an, 24 heures sur 24. Ce qui veut dire que chaque fin de semaine, à l'heure qu'il est en ce moment, le samedi et le dimanche, il y a au tribunal judiciaire de Bordeaux des magistrats du parquet qui tiennent la permanence au tribunal. Et ça, c'est vrai dans toutes les juridictions de France et de Navarre. C'est pas tout à fait la même chose pour les magistrats du siège. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose qui a été évoquée par monsieur le sous-directeur, il y a un principe hiérarchique fort au parquet, avec un lien hiérarchique qui est prévu par le statut de la magistrature au ministre de la Justice, ce qui fait effectivement dire à la Cour européenne des droits de l'homme que le parquet en France n'est pas une autorité judiciaire. Mais la réalité, c'est que si la Cour européenne des droits de l'homme dit ça, c'est d'abord et avant tout parce que dans sa conception de la notion d'une autorité judiciaire, seules les autorités judiciaires qui prononcent des jugements, des décisions de jugement, sont des autorités judiciaires. Une autorité poursuivante ne peut pas, au sens de la Cour européenne des droits de l'homme, être une autorité judiciaire. Ceci étant, les choses ont changé ces dernières années. Moi, quand j'ai débuté ma carrière au parquet, il était normal, usuel, d'avoir des instructions de la part du ministère, voire du ministre, dans des affaires individuelles. Il m'est arrivé d'aller prendre des réquisitions à l'audience dans des dossiers dans lesquels le ministre avait donné des instructions écrites.
instruction écrite de bien vouloir engager des poursuites contre telle ou telle personne. Aujourd'hui, c'est terminé. Et quand je dis aujourd'hui, c'est terminé, depuis une loi de juillet 2013, le ministre de la Justice n'a plus d'autre rôle que celui de donner des instructions générales de politique pénale. Raison pour laquelle le ministre de la Justice, comme le disait M. Blériot, indique qu'il faut être extrêmement ferme sur les violences intrafamiliales. Mais il ne peut pas demander à Madame la procureure de la République, le tribunal judiciaire de Bordeaux, de poursuivre en comparution immédiate telle ou telle personne. Voilà ce que je voulais vous dire dans le prolongement de ce que disait M. Blériot. Nous allons laisser l'auditrice de justice vous présenter les différents métiers du siège. Oui, du coup je vais les présenter un peu rapidement parce qu'il y en a beaucoup, mais n'hésitez pas à poser une question si vous voulez qu'on revienne sur un. Donc comme on a parlé du procureur, je vais rester dans le pénal. La première fonction qu'on peut évoquer au pénal, au siège, c'est le juge d'instruction. Donc, je pense que ça parle un petit peu à tout le monde. Le juge d'instruction, il s'occupe surtout des crimes, quelquefois des délits un peu complexes, et lui, il s'occupe de l'enquête. Donc il va entendre les gens, il va faire des investigations des fois un peu plus poussées, comme des écoutes, des choses comme ça, pour préparer son dossier, pour qu'il y ait toutes les preuves nécessaires pour montrer qu'il y a bien eu ce crime, bien eu ce délit, pour amener son dossier devant une juridiction. Donc soit la cour d'assises si c'est un crime, soit le tribunal correctionnel si c'est un délit. Donc voilà, le juge d'instruction, c'est un enquêteur pour les infractions qui sont un petit peu plus difficiles que celles dont s'occupe le parquet. Après, un juge qui est un petit peu à part, qui est un peu en lien avec le juge d'instruction, c'est le juge des libertés et de la détention. Lui, il s'occupe donc de placer les gens pas en prison définitivement, comme on a vu tout à l'heure pendant la simulation de procès, mais de manière provisoire. Il place les gens en détention provisoire quand, pendant la durée d'une instruction, par exemple, il estime que si la personne était dehors, ce serait dangereux. Donc il la met en prison pendant la durée de l'enquête. Et il s'occupe aussi d'autoriser certains actes d'investigation qui sont très attentatoires pour les libertés des personnes. Donc par exemple, mettre un micro chez quelqu'un pour écouter ses conversations. Dans certains cas, c'est le juge des libertés et de la détention qui doit s'occuper de l'autoriser. Après, donc là, on en a vu deux. Une troisième fonction de juge du siège pénal, c'est président d'audience correctionnelle. Donc ceux qui étaient là quand on a fait la simulation de procès tout à l'heure, ils ont vu la personne qui était assise là. Donc elle présidait le tribunal correctionnel. Donc ça veut dire qu'on lui amène des dossiers de délits, donc des maximum encourus 10 ans d'emprisonnement. Et donc elle entend la personne, elle regarde ce qu'il y a au dossier et elle détermine avec ses deux assesseurs, en fonction de la personnalité de la personne, des circonstances des faits, quelle est la peine que la personne va avoir. Et donc dernière fonction de juge du siège pénal, c'est celui qui est en bout de chaîne, c'est le juge de l'application des peines, donc lui qui s'occupe de gérer le parcours des peines des personnes qui ont été condamnées. Donc tout à l'heure, quand on avait fait la simulation, la personne, elle a eu une peine d'emprisonnement mixte, donc une partie détention ferme et une partie de sursis probatoire. Et donc là, le juge d'application des peines, il va s'occuper d'aménager la partie ferme. Si la personne est en dessous d'une certaine durée, elle va peut-être pas faire sa peine de prison dans une prison. Elle va peut-être le faire chez elle avec un bracelet. Et ça, c'est le juge de l'application des peines qui le décide pour faciliter la réinsertion de la personne. Et si jamais elle fait sa peine de détention ferme en prison, le juge de l'application des peines va s'occuper de suivre le sursis probatoire de la personne, donc vérifier qu'il fait bien les obligations qui lui ont été imposées, les soins, etc. Donc ça, c'était donc les fonctions de juge purement pénal. Après, de l'autre côté, on a des fonctions de juge civil, donc les juges civils qui s'occupent des litiges entre particuliers. Donc il y a le juge civil classique, qui donc... Voilà, c'est deux personnes qui ont eu un différend entre eux, qui vont lui soumettre un dossier et c'est lui qui va trancher. Donc par exemple, si quelqu'un a fait construire une maison et il estime que sa maison n'a pas été bien construite, il veut soit obtenir que la maison soit refaite, soit obtenir une indemnisation, puisque ce n'est pas ce qu'il avait demandé. Il va soumettre son dossier avec toutes les preuves au juge civil, qui va regarder les deux dossiers, donc le constructeur et la personne qui se plaint,
et il va déterminer donc soit si la personne est condamnée à refaire correctement les travaux, soit si elle doit lui payer une indemnisation, par exemple. Après, il y a le juge aux affaires familiales, donc un juge non spécialisé, mais quand même un juge civil, qui lui s'occupe des divorces, donc qui s'occupe de prononcer les divorces entre les personnes, et il s'occupe aussi des conséquences du divorce, donc tout ce qui est la répartition des biens que les gens ont en commun, ou tout ce qui est la répartition plutôt financière, de comment... si l'épouse gagne moins que l'époux, elle va avoir droit à une compensation. Voilà, le juge aux affaires familiales, il s'occupe de ça. Et également les mesures relatives aux enfants. Il va dire, ce sera le tel des parents qui va exercer qui va avoir la garde de l'enfant à tel moment et l'autre parent qui va l'avoir à un autre moment. Et il peut aussi s'occuper des mesures relatives aux enfants, donc la garde et les pensions alimentaires, par exemple, en dehors du divorce. Donc si les parents ne sont pas d'accord sur quelque chose en lien avec l'éducation de leurs enfants, ça peut être n'importe quoi, où est-ce qu'on va l'inscrire à l'école, est-ce qu'il doit être baptisé ou pas, et là ils peuvent demander au juge aux affaires familiales de trancher. Après, un autre juge donc spécialisé civil, c'est le juge des contentieux de la protection. Donc ça, c'est un peu un juge de proximité qui s'occupe des litiges de la vie quotidienne. Il s'occupe de tout ce qui est en lien avec les baux d'habitation. Donc si par exemple les personnes ne payent pas leur loyer, le propriétaire doit s'adresser au juge des contentieux de la protection. Il s'occupe de tout ce qui est crédit à la consommation, donc les personnes qui ne remboursent pas leur crédit à la consommation, du surendettement. Donc si une personne a trop de dettes, le juge des contentieux de la protection il va faire un échelonnement ou voire effacer une partie des dettes pour permettre à la personne de s'en sortir. Et il s'occupe aussi de placer les personnes qui n'ont plus toute leur tête sous tutelle et sous curatelle. Voilà, les mesures de protection. Et donc là, j'ai expliqué les juges purement pénals, les juges purement civils. Et entre les deux, il y a un juge qui fait un peu du civil, un peu du pénal. C'est le juge des enfants. Donc dans la partie pénale, il s'occupe des mineurs délinquants. Donc lui, il fait tout. Il fait tout type d'infractions qui ont été commises par des enfants, des mineurs, pour les juger selon des critères qui sont propres aux enfants. Donc ils n'encourent pas les mêmes peines que les majeurs et on est beaucoup plus axé sur l'éducatif que sur la répression comme on le fera avec des majeurs. Et sur le côté civil, il s'occupe des mineurs en danger. Donc les mineurs qui sont maltraités, même si le mot maltraitant c'est parfois un peu fort, dont les parents s'occupent pas bien d'eux, donc leurs besoins ne sont pas remplis. Il va soit décider qu'il y a un intervenant spécialisé qui va venir dans la famille pour leur donner des conseils d'organisation, soit si c'est vraiment trop grave, placer l'enfant dans un foyer ou dans une famille d'accueil pour que l'enfant il puisse bien se développer, avoir ses besoins qui sont remplis. Voilà. Je crois que je n'ai oublié aucun. À ce stade-là, est-ce que vous avez des questions sur les différents métiers qui ont été évoqués ? Alors, allez-y, par contre, on m'a dit tout à l'heure qu'il fallait... poser votre question, et je vais la répéter au micro, parce que c'est enregistré, m'a-t-on dit. Donc, voilà, allez-y, madame. C'est juste concernant le JAF. Alors, madame demande comment se fait-il que le juge aux affaires familiales ne soit pas un juge spécialisé ? Pour vous répondre, je vais vous indiquer ce que c'est un juge spécialisé. Statutairement, un juge spécialisé, c'est quelqu'un, ou quelqu'une souvent, parce que plus de 60% du corps de la magistrature est féminin. Donc, c'est quelqu'une qui est nommée spécifiquement dans une juridiction pour exercer une fonction spécialisée. Un juge des enfants, une juge d'instruction, une juge des contentieux de la protection, une juge des libertés et de la détention ont en point commun d'être nommés dans une juridiction d'abord et avant tout pour exercer la fonction pour laquelle ils sont nommés. Un juge aux affaires familiales ou une juge aux affaires familiales n'est pas spécialisé parce que on le nomme ou on la nomme juge ou vice-présidente dans une juridiction et elle intervient ou il intervient dans le service des affaires familiales sur la fonction de juge aux affaires familiales. C'est ça qui explique la différence entre les deux. Mais de fait, en termes de typologie, d'action,
et de contentieux, de gestion de contentieux, le juge aux affaires familiales est quand même un juge spécialisé, de même que le juge du surendettement, quelque part, est un peu spécialisé dans ce contentieux-là. Vous voyez, voilà. Mais la spécialisation, c'est on vous nomme spécifiquement pour exercer une fonction, et vous ne pouvez pas exercer une autre fonction sans jamais exercer celle pour laquelle vous avez été nommé. C'est un peu complexe, hein, évidemment, ce que je dis, mais la réalité, c'est que dans les juridictions de petite taille ou de moyenne taille, Libourne, Bergerac, vous êtes nommé juge d'instruction. Eh bien, vous allez faire 40% de votre temps de travail à l'instruction, et puis le reste du temps, vous allez faire autre chose. Du juge aux affaires familiales, présider de l'audience correctionnelle. Voilà. Selon la taille de juridiction, vous avez une diversité de métiers à exercer parce que la fonction spécialisée dans laquelle vous avez été nommé ne permet pas de vous assurer des missions remplissant un temps complet de temps de travail. Oui, madame. Sur quelle fonction ? Toutes les fonctions. Donc la question est à quel moment se fait la nomination comme juge ou magistrat du parquet et sur quels critères. Qui veut répondre ? Vous ne savez pas encore, hein. Est-ce que vous êtes encore élève ? C'est en fin de scolarité que la décision se prend. Le principe est le suivant. Quand vous avez terminé la scolarité à l'École nationale de la magistrature, pendant cette scolarité, vous passez des épreuves. Ils font l'objet d'une évaluation chiffrée. Tout cela donne à la fin un classement, en plus du fait que les magistrates et magistrats avec lesquels vous travaillez en formation, un peu comme un apprentissage si vous voulez, vous observent et vous évaluent sur votre aptitude à exercer les fonctions de magistrat. Donc quand en fin de scolarité vous êtes apte à l'exercice des fonctions de magistrat, c'est un jury qui vous déclare apte à cet exercice, il y a un classement qui est établi et lorsqu'il y a 200 élèves aptes qui s'apprêtent à sortir de l'école, le ministère de la Justice transmet 200 postes qui sont répartis sur tout le territoire, y compris dans les juridictions ultramarines, au parquet et au siège. Et là, les élèves, seuls, hein, il n'y a pas d'intervention du ministère, il n'y a pas d'intervention de la direction de l'école, les élèves doivent se débrouiller pour se répartir les postes entre eux. Depuis la création de l'école et de très loin, le critère principal de répartition, eh bien, c'est celui du classement. Donc vous en avez 200 qui sont classés du premier ou de la première au 200e. La première choisit son poste parmi les 200. Ben, le deuxième choisit parmi les 199 qui restent, etc., etc., etc. Il est arrivé dans l'histoire de l'école que des promotions d'élèves magistrats parviennent à élaborer une convention dans laquelle ils choisissent les critères autour desquels la répartition des postes va s'effectuer, souvent des critères qui tiennent au choix géographique, aux choix fonctionnels, aux situations familiales, etc. Mais il y a eu beaucoup plus de répartition au classement que de répartition sur arrangement, on va dire, convention entre élèves d'une même promotion. Sachant juste pour compléter que après, évidemment, comme on vous l'a dit, vous pouvez passer, changer. Si vous êtes sorti de l'ENM, vous avez pris un poste de juge des contentieux de la protection, vous pouvez très bien, au bout de 3 ans, partir sur un poste de substitut si vous le souhaitez. Voilà, c'est pas, vous ne faites pas toute votre carrière en tant que juge d'instruction. Vous pouvez si vous le souhaitez, mais vous pouvez, comme le disait monsieur le directeur, c'est la particularité de la magistrature française, changer au cours de votre carrière de fonction.
Alors, votre question, c'est celle de savoir pourquoi il n'y a pas, à la sortie de l'ENM, un système analogue à ce qui a existé, puisque c'est terminé maintenant, à la création de l'École nationale d'administration, dans le cadre de laquelle, à la sortie, il y avait déjà un classement, et selon la position de l'élève dans le classement, il avait accès ou pas à ce qu'on a appelé les grands corps de l'administration, avec le Conseil d'État, la Cour des comptes, l'inspection des finances, etc. etc. Ça a failli, historiquement, puisqu'en 1945, quand le gouvernement provisoire de la République française crée l'École nationale d'administration, ils envisagent que cette école recrute et forme les futurs magistrats judiciaires. Et donc il y a une branche au sein de l'École nationale d'administration qui s'occupe de former et des magistrats judiciaires. Mais au-delà de cet aspect historique, l'explication est qu'il n'y a pas de grand corps dans la magistrature. Dans l'administration, ou plus exactement, la magistrature judiciaire est un grand corps de l'administration, ce qui permet, ça me permet d'y venir tout de suite, je peux, moi, parfaitement aller exercer au Conseil d'État en détachement pendant une période. Et à l'issue de ce détachement, qui est d'une durée maximale de 6 ans, je peux, c'est pas un droit, c'est une possibilité, hein, c'est pas systématique, mais je peux, dans l'absolu, être intégré au corps du Conseil d'État. Et ça, c'est parce que je suis magistrat de l'ordre judiciaire. Mais au sein de la magistrature judiciaire, il n'y a pas de corps spécifique, si vous voulez, qui se distingue des autres. Et encore une fois, la magistrature judiciaire, c'est un corps unique, avec le siège, avec le parquet, avec les magistrats de toutes les juridictions, quelles qu'elles soient, de la Cour de cassation jusqu'au tribunal de Marmande, et il n'y a pas de grand corps. Voilà. Voilà l'explication. Oui, madame. C'est celle de la durée moyenne d'affectation des fonctions. Ça dépend des fonctions. Il y a un principe dans le statut de la magistrature qui est le principe d'inamovibilité. C'est une garantie pour les magistrats de ne pas être contraints à changer de fonction ou de poste contre leur volonté. Ça participe de la garantie d'indépendance des magistrats. La seule exception à cela, c'est la sanction disciplinaire. Il y a un organe constitutionnel qui s'appelle le Conseil supérieur de la magistrature qui a pour mission d'exercer et de prononcer des sanctions disciplinaires contre les magistrats qui ont commis des fautes. Et parmi les sanctions pouvant être prononcées, il y a celle du déplacement d'office. Voilà. Pour autant, il y a certaines fonctions qu'on ne peut pas exercer au-delà d'une certaine durée. D'abord, les fonctions de chef de juridiction. On ne peut pas rester chef d'une juridiction plus de 7 années. C'est relativement récent, hein. Ça date des années 2000, du début des années 2000. Et ça a été décidé à l'époque pour éviter des phénomènes de conflit d'intérêts, on va dire, pouvant se développer entre des chefs de juridiction qui restaient au même endroit pendant 15, 25, parfois 30 ans. Et évidemment, ils connaissaient tout le monde les connaissait, ils perdaient un petit peu le recul qui est quand même nécessaire et la distance qui est absolument nécessaire pour exercer correctement les fonctions judiciaires. Donc pour les chefs de juridiction, c'est 7 ans. Pour certaines fonctions spécialisées, je pense notamment aux juges des contentieux de la protection, je pense aux juges d'instruction, je pense aussi aux juges des libertés de détention, juges des enfants, etc. C'est 10 ans. Mais attention, demain je suis nommé juge des enfants à Bordeaux. J'adore ça, c'est pas vrai, mais c'est pas grave, mettons, j'adore ça. Je reste 10 ans dans mon poste.
au bout de 10 ans, je ne peux plus exercer comme juge des enfants. Mais non, au tribunal de Bordeaux. Au tribunal de Bordeaux. En revanche, je serai reversé dans l'équipe des juges non spécialisés de Bordeaux. Je n'ai pas à bouger de Bordeaux. Vous voyez ? C'est ça. Alors que chef de juridiction, vous êtes obligé de bouger. Voilà. Le président et la procureure de Bordeaux, ils ne pourront pas aller au-delà de 7 ans sur Bordeaux, sur le tribunal de Bordeaux. Ils seront obligés de bouger. Oui. Sachant que, juste pour compléter, il y a donc il y a eu un maximum qui a été fixé, mais il y a aussi un minimum depuis 2 ans. Ouais. Non, mais vous avez... Mais voilà, en tout cas, le ministère essaye de garder les gens au minimum 3 ans. Voilà. On peut partir avant, mais c'est sous certaines réserves. Est-ce que c'est quelque chose qui est facile? Est-ce qu'il y en a dans tous les pays? Alors, la question est de savoir comment ça fonctionne, le métier de magistrat de liaison, qui est un métier qui s'exerce par définition à l'étranger, dans le cadre d'accords bilatéraux, multilatéraux entre la France et tel ou tel pays. C'est sous forme d'échange. C'est-à-dire que lorsque la France envoie un magistrat en Espagne, par exemple, et il y en a un, magistrat de liaison en Espagne, eh bien les Espagnols envoient un magistrat de liaison espagnol en France. C'est comme ça que ça fonctionne. La France a un des réseaux les plus importants au niveau international de magistrats de liaison après les États-Unis. Et alors c'est un petit cocorico, mais on est un peu à l'origine, la France, de la création de cette fonction-là, de magistrat de liaison, au niveau international, à la faveur de coopération renforcée entre magistrats italiens et magistrats français, particulièrement dans la lutte contre la criminalité organisée transfrontalière de part et d'autre des Alpes. Pour être magistrat de liaison, il faut au moins avoir exercé 3 ans en juridiction. Statutairement, en fait, le magistrat français est mis par le ministère de la Justice français à disposition du ministère des Affaires étrangères pour exercer pendant un maximum, si je ne me trompe pas, de 6 années consécutives, on ne peut pas faire plus, à l'étranger. Le rôle du magistrat de liaison, il tourne autour de trois grandes idées. La première et principale, c'est faciliter par son action la coopération judiciaire entre les autorités judiciaires françaises et les autorités judiciaires étrangères sur des dossiers concrets. Voilà, un mandat d'arrêt européen à exécuter, une commission rogatoire internationale à exécuter, une demande d'entraide internationale en matière civile pour obtenir une enquête sociale à l'étranger. Ça, c'est le principal la principale action. La deuxième action qu'il doit mener, c'est une action d'organisation sous forme de colloques ou de formations conjointes, des rapprochements, si vous voulez, entre magistrature, autorité judiciaire des pays de la France et du pays étranger. La troisième fonction, c'est celle d'apporter au ministère de la Justice française une expertise en droit comparé, en système judiciaire comparé. Voilà, je vous donne un exemple. Je ne sais pas si l'affaire Doutreau évoque quelque chose pour vous, mais à l'époque de cette affaire qui a été beaucoup débattue, le ministère de la Justice français avait demandé à son réseau de magistrats de liaison, il y en avait 12-14 à peu près, aujourd'hui il doit y en avoir 18 magistrats français travaillant à l'étranger, de leur faire une analyse de ce qui avait pu exister dans les systèmes judiciaires étrangers comme étant perçu d'une erreur judiciaire dans les pays en question. Voilà. Donc il y a des magistrats de liaison français dans l'Union européenne
Espagne, Allemagne, en Roumanie. Il y a un magistrat de liaison français pour 13 pays, si je ne me trompe pas, dans les Balkans, basé à Belgrade. Il y a un magistrat de liaison français aux États-Unis, à Washington. Il y a un magistrat de liaison français, alors là il n'y est plus pour des raisons qu'on peut comprendre, mais traditionnellement il y en a un en Fédération de Russie. Il y en a un en Chine, il y en a un pour l'Amérique du Sud, il y en a en Afrique, Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest, voilà. C'est extrêmement intéressant, c'est un mélange de droit, de diplomatie, voilà. Qui me permet juste en une minute de vous dire aussi que tout au long de la carrière de magistrat, vous avez aussi la possibilité, nous avons la possibilité de faire des détachements, des mises à disposition. Monsieur le directeur évoquait la mise à disposition des magistrats dans le corps du ministère des Affaires étrangères pour être magistrat de liaison, mais on peut aussi rejoindre, comme on le disait tout à l'heure, donc le Conseil d'État, les chambres, les tribunaux administratifs. On peut rejoindre aussi les juridictions financières, Cour des comptes, Chambre régionale des comptes. On peut rejoindre aussi la préfectorale, le commissaire de police, la préfectorale, le sous-préfet. Enfin voilà, il y a des possibilités de détachement tout au long de sa carrière. Nous sommes en détachement ici à l'école de la magistrature. Alors la question est-ce que vous pensez que la fonction de juge d'instruction sera supprimée prochainement? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, personnellement, j'y crois pas beaucoup, pour 2 raisons, au moins. La première, c'est une raison très pragmatique, c'est une question de moyens. Pourquoi? Si on supprime la fonction du juge d'instruction, il faut bien que ce que font les juges d'instruction soit réalisé par d'autres. Bon. Ça a été réfléchi, hein, tout ça. Il y a eu des débats au Parlement. Il était, et il est toujours, je pense, acquis que si on supprime le juge d'instruction, ce sont les magistrats du parquet qui devraient assumer les fonctions actuellement assumées par les juges d'instruction. Et ça entraînerait une nécessité d'augmenter très significativement le nombre de magistrats du parquet. Or ça, c'est quand même un souci. Voilà. La deuxième raison, c'est que la juridiction d'instruction est quand même une juridiction qui, globalement, je dis bien globalement, donne satisfaction à peu près à tout le monde. Au fond, elle est bien intégrée dans le système judiciaire français. Alors, elle a pu être critiquée à la faveur de telle ou telle affaire, mais ça, c'est plus de la politique qu'autre chose. Si aujourd'hui, les juges d'instruction continuent d'être saisis par les procureurs de la République pour mener des investigations qui sont souvent complexes, longues à mener, sur lesquelles le ministère public, les magistrats du parquet n'ont pas les moyens et les possibilités de les mener comme le juge d'instruction, c'est parce que c'est nécessaire. Voilà. Donc, c'est toujours en débat en tout cas. Oui. Donc la question est de savoir quelle est la différence entre le juge d'instruction et le procureur de la République. Plus précisément, qui fait quoi par rapport aux enquêtes? Qui répond? Le procureur. Oui. D'abord, il y a une différence de positionnement, puisque vous l'avez compris, le juge d'instruction est un magistrat du siège, le parquet est magistrat du parquet. Le magistrat du siège instruit à charge et à décharge. Alors le parquet le fait aussi, mais le parquet, puisqu'il La porte... dernière conférence, la
La dernière conférence, la préparation au concours de l'ENM, commencera à 17 h en amphithéâtre Simone Veil, en salle SST dans la tour des Minimes et sur la mezzanine. Merci. Oui, juste pour terminer, le parquet, on porte, comme je l'ai expliqué, on porte l'accusation. Donc on est, alors au sens des textes, on n'est pas partie à la procédure, mais on est, c'est nous qui amenons de manière très concrète le prévenu devant la juridiction. Le juge d'instruction, lui, non, il a un dossier, il a des faits, il est saisi de ces faits et il enquête sur ces faits. Voilà, alors nous aussi, on enquête sur les faits, mais le positionnement est vraiment différent. Encore une fois, je reviens à la réalité concrète. Dans une journée, un procureur de la République, il va gérer 20, 30, 40 enquêtes. Voilà. Dans une journée de juge d'instruction, un juge d'instruction, il va procéder à des actes sur 2 ou 3 enquêtes. Voilà. Et le procureur de la République, son souci, c'est de faire en sorte que l'enquête soit suffisamment complète pour qu'il puisse prendre la décision de savoir s'il poursuit ou s'il ne poursuit pas. Le juge d'instruction, son souci, c'est de savoir quand les investigations qu'il aura conduites lui permettront de se prononcer sur le point de savoir s'il y a suffisamment d'éléments pour saisir une juridiction de jugement ou pas. C'est pas tout à fait la même chose. Voilà. Et c'est pas la même temporalité. Merci beaucoup en tout cas de votre présence et de votre attention. Et puis revenez quand vous voulez.